Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous nous voyez aussi. Voilà, le webinaire va commencer. Je vais faire un tout petit peu d'introduction pour laisser peut-être à d'autres personnes encore de se connecter si besoin est. Pour ceux qui nous connaissent moins bien, parce qu'on a la joie, la chance et le plaisir d'accueillir plein de gens, certains qui nous connaissent très bien, d'autres qui nous connaissent un peu moins bien, voire pas du tout d'ailleurs. Euh, eh bien, nous sommes Catherine et Yorick, nous sommes Elenkos, une entreprise de consultance qui aide les entreprises à affronter tous les problèmes qu'elles peuvent avoir. Et fondamentalement, on fait ça comment? En révélant leur identité et en développant leur potentiel. Euh, donc voilà, et merci à Maxime, fidèle, parmi les fidèles, qui nous prévient que le son et l'image sont OK. Merci pour ça. Donc Maxime l'a déjà marqué, c'était un point que je voulais vite soulever avant qu'on rentre ni son ni image. Ah, là c'est peut-être chez vous, Maxime. Mathilde nous dit que ça fait plaisir de nous voir, merci. Donc voilà, toute une série de choses. Donc, pour les gens qui n'ont pas de son ni apparemment, c'est chez vous parce qu'on a plusieurs personnes qui nous disent que. Ok, magnifique. Tout plein de gens qui sont en train de nous soutenir là-dedans et qui me perturbent du coup dans mon truc, mais c'est génial. Ça fait Donc, plaisir aussi d'avoir de vos nouvelles. donc voilà. Donc j'étais sur le point de vous dire, voilà, il y a une fenêtre de chat à droite de l'image où vous pouvez aussi poser vos questions sur le deuxième onglet si besoin est. Apparemment, vous l'avez remarqué, donc c'est formidable. On va pas réagir à tout en direct pendant la présentation. Par contre, après, évidemment, ça va nourrir notre discussion. Évidemment, nous sommes dans une période de confinement, donc on fait ça de chez nous. Donc vous voyez ici, là derrière, il y a les chats, probablement qui viendront à un moment donné se manifester. Ça fait partie du plaisir de faire ce genre de choses de chez nous. Maintenant, tout ça c'est bien sympathique. Merci de nous avoir rejoints, mais on va lancer donc maintenant la présentation qu'on va vous faire. Donc encore une fois, l'idée c'est évidemment que vous puissiez réagir à toute la discussion que nous allons avoir. Euh, Tout d'abord, deux, trois petits mots pour gérer vos attentes, quelques petits avertissements pour tout le monde. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit, on va discuter après ceci. Donc, prenez bien note de vos questions, mettez-les bien ici dans la fenêtre sur la droite. N'hésitez pas. Alors, nos publics sont divers et variés. Nous avons la joie et le plaisir d'avoir tout plein de personnes différentes avec des horizons différents. On essaye de parler un peu à tout le monde, mais ça veut évidemment dire qu'il y a des choses qu'on va évoquer qui parleront plus à certains publics qu'à d'autres. Un artisan, un chef d'entreprise d'une grosse structure ou d'une PME n'ont pas nécessairement tous les mêmes préoccupations. On essaye de toucher un petit peu à tout, mais évidemment, il y a quelques aspects peut-être qui sont moins pertinents pour vous. C'est normal. Enfin, et ça c'est super important évidemment, on espère vous donner des choses pratiques que vous allez pouvoir utiliser au départ. Le message va revenir d'ailleurs pendant la présentation. Les conseils qu'on vous donne devront être nécessairement passés à travers le filtre des spécificités de votre organisation. Par contre, agissez le plus rapidement possible. Ce qu'on vous donne maintenant, vous pouvez commencer à travailler dessus dès la fin de cette présentation. Et il n'est jamais trop tard pour être prêt. Bon, sur ce, on a parlé de Endgame, et alors, bah, il y a quand même une question assez importante. Pourquoi est-ce qu'on parle des Avengers, Catherine? Ben, en fait, bon, déjà, on va pas se mentir parce qu'on est un peu des nerds, fans de comics et autres, donc ça aide et c'est quelque chose qui nous inspire, mais pas que. En fait, les super-héros, ça reprend de manière moderne les questions de mythe. Et en fait, si on touche à de la sociologie ou même l'action de management, le mythe, c'est quelque chose de super pratique pour expliquer des choses concrètes qui nous touchent tous. C'est une vulgarisation d'états émotionnels chaque être humain, chaque organisation. Et donc, bah, pour nous, c'est un outil génial pour faire passer de manière ludique des messages qui sont universels. Nous, on a vraiment pensé que le thème des Avengers, bah, c'est vraiment quelque chose auquel on peut raccrocher énormément de choses. Et ce film Endgame, on trouvait qu'il collait particulièrement à ce qu'on vivait pour le moment, parce qu'au fond, ce qu'on vit, on peut presque le retracer par des éléments du film. Alors, rassurez-vous, si vous n'avez pas vu les films, que vous n'êtes pas un fan des Avengers, on ne va pas parler des plombs du film, on va juste utiliser le film comme illustration. Donc, bah, ça permettra à tout le monde de s'y retrouver, les fans de Marvel et les autres.
je vais juste interrompre avec un petit point technique. Il y a une personne qui nous indique qu'elle est passée sous Chrome et que ça fonctionne. Donc, si jamais vous avez des problèmes d'image ou de son, essayez d'utiliser le navigateur Chrome. Apparemment, ça fonctionne beaucoup mieux. Et Alès, qui est une spécialiste de la question, nous dit que c'est conseillé. Merci Alessandra de nous le confirmer. Et sinon... Et Edge aussi pour les amateurs de Windows. Voilà. Alors, Frédéric, je vais peut-être spoiler des trucs, mais le film, il est sorti depuis plus de 6 mois, donc on va dire qu'il y a prescription, tout le monde l'a vu. Donc voilà, oui, effectivement, donc on va peut-être un tout petit peu vous spoiler les Avengers. Alors, je sais pas vous, mais moi, février, ça me paraît super loin. Février, on sortait avec des amis, on allait dans des bistrots, on buvait des coups, genre de choses-là. Le quotidien, c'était business as usual. On travaillait, on allait en clientèle, on voyait nos clients physiquement, on serrait la pince de nos amis commerçants, on faisait la bise à certains. Et c'était déjà une aventure, quoi. C'était les montagnes russes, non? Enfin, je sais pas toi, Chou, mais Ouais. il y avait plein de défis à affronter. On avait dans tous l'impression les qu'il y avait des sens. choses qui étaient compliquées à C'est l'époque, ça, et maintenant, quand on regarde en arrière, on rigole un peu. c'est ça, c'était déjà une aventure à ce moment-là. Alors, bon, ce qui s'est passé, il y a eu un peu le lien avec Avengers, le snap, le fameux événement qui a un peu heurté tout le monde, c'est évidemment l'émergence de Covid-19 et surtout le confinement qui a rajouté une méchante couche à ça. Et en fait, c'est un peu la même chose que le snap dans le fameux film Infinity War, là, pour le coup. Ça a tout changé. Donc, juste pour expliquer, le snap, c'est à un moment donné un des grands méchants qui décide de décimer la moitié de l'univers juste en claquant des doigts comme ça. En fait, moi, ça m'a vraiment fait penser au Covid, dans le sens que, bon, heureusement, on n'en est pas encore à décimer la moitié de l'humanité, mais c'est un changement radical qui est arrivé très, très brusquement. Moi, je me souviens, début mars, je parlais encore à d'autres entrepreneurs à quel point ça nous gavait un peu que tout le monde parle du Covid. Et une semaine après, on avait un lockdown. Donc, ça a été rapide, brutal, et ça a généré énormément d'incertitudes parce que pour le moment, pour plein de boîtes, ça a complètement changé la donne. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas si on va pouvoir reprendre le business as usual. Il y a des business qui ont été plus impactés plus que d'autres, mais pour certains, c'est une énorme catastrophe parce que tout est quasi à l'arrêt. Ils se retrouvent un peu avec un mur, donc les briques qui leur tombent sur la tête. Et donc, on en est exactement à ce moment-là. Comme dans un film catastrophe, il y a une catastrophe qui arrive. Et dans les films, les héros ont des réactions, qui sont diverses. Et en fait, dans le film, vous avez plusieurs réactions des différents héros qui, même s'ils sont des super-héros, se prennent des réactions qui restent très humaines et qui sont des illustrations de ce qui se passe quand quelque chose comme ça nous tombe sur le coin de la carafe, à nous, entrepreneurs, et au fond à n'importe qui dans le monde du travail. Et je pense que c'est des archétypes, parce que chaque réaction est caricaturale, mais ça peut nous permettre d'illustrer les différentes réactions qu'on a en tant qu'entrepreneur quand ce genre de choses nous arrive. Et en tant qu'entrepreneur et les autres, j'ai envie de dire. Je veux dire, ces réactions, on les retrouve absolument partout. Jean-François, charmant comme d'habitude, dit qu'on me reconnaît bien sur l'image. J'imagine bien évidemment qu'il est en train de parler de Tony Stark au milieu. Donc, tout ça pour dire, l'idée, c'est que ces réactions sont celles que tous les entrepreneurs peuvent avoir, les membres de vos organisations, aussi vos clients. Donc, ça touche à peu près tout le monde. Et en un sens, ça veut déjà dire qu'on est tous un super-héros. C'est déjà Voilà. pas mal. Alors, on va parler de la première réaction, qui est la réaction de Natasha Romanoff film, qui est de dire je serre les dents, il y a une catastrophe, et même pas mal, c'est pas grave, j'avance, je continue quand même. Newsflash, quand vous voyez des gens qui parlent sur LinkedIn de comment ils se comportent au jour le jour, c'est un peu ce genre de message qu'ils vous envoient. Ils sont grands, ils sont forts et ils ressentent rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, quand on est face à ce genre de situation, on se met en mode survie. Donc, on bloque tout ce qui est émotion négative. On ferme, on fait j'entends pas, ça fait mal, mais je regarde pas, j'avance, et on se noie dans le travail parce qu'au fond, on peut encore le faire. C'est pas une réaction qui est accessible à tout le monde. Il faut encore qu'on ait les moyens d'agir. Pour certains, c'est plus tout à fait le cas. Par contre, c'est la réaction publique qu'ont énormément de gens.
que ce soit donc sur les réseaux sociaux, dans les organisations, dans les entreprises, la réaction par défaut pour beaucoup de gens, c'est en tout cas prétendre qu'ils se sentent C'est comme ça. ça. Ouais. C'est-à-dire quand vous demandez à quelqu'un dans une organisation: «Ça va, tu gères?» la première réponse, ça va toujours être: «Ouais, ouais». Si on gratte un peu, ce sera un peu moins le cas. Donc a priori, on peut dire: «Oui, c'est une bonne réaction parce que c'est bien de pas se laisser abattre, c'est bien, d'avancer». Mais le problème, c'est que ça a ses limites. Déjà, bah, selon le niveau de douleur, qu'on se prend dans la figure, ça peut ne tenir qu'un temps. Et ça peut aussi créer des dégâts à long terme, parce que retenir, bloquer, friser, c'est bien, mais au plus longtemps on le fait, au plus bah, la prise de décision pour un entrepreneur. Euh, si on est dans cet état d'esprit, je vais bien, tout va bien, ben, ça nous met dans un état où on va peut-être pas nécessairement prendre les bonnes décisions parce qu'on va peut-être se bloquer à des aspects négatifs dans la prise de décision. Il y a des fois un faux optimisme, un optimisme quasi naïf qu'on peut aussi apercevoir et qui peut être aussi problématique. C'est ça, en fait, le risque, c'est de mal apprécier la situation et les spécificités de la situation, aussi bien les aspects négatifs. D'ailleurs, même certaines opportunités, on peut les rater de ce fait-là, parce qu'on s'imagine, on se force à penser que les choses continuent comme avant. Et ce n'est pas le cas nécessairement. Alors, la deuxième réaction, c'est un peu le repli, bah, comme Tony Stark dans le film déjà, parce qu'il est milliardaire et il peut aller se cacher dans son super chalet parce il a les moyens de le faire. Donc, il lâche toute forme d'action. Il se recentre sur sa famille, sur son foyer et il arrête, il communique plus. Plus rien n'existe, il disparaît et il reste vraiment dans sa petite bulle. C'est une réaction que moi j'observe chez pas mal d'entrepreneurs qui sont notamment dans un domaine qui peut être très impacté par cette crise essentielle notamment et qui n'ont pas d'action immédiate perçue, mais ils se cachent et ils vont un peu penser leur plaie en famille, dans une safe place sécurité. Et c'est pas un mal parce qu'à un moment donné, c'est déjà reconnaître que les choses sont difficiles, c'est un peu se cacher et revenir en arrière. Mais l'inconvénient de cette réaction-là, c'est si d'un côté elle nous protège, d'un autre côté elle nous coupe des autres. Et elle nous isole à un moment où il faut surtout pas s'isoler. Et, euh, et donc, c'est pas nécessairement une phase qui est mauvaise en soi, comme aucune des phases qu'on va voir n'est 100% mauvaise ou 100% bonne, hein, ça, je tiens à le rappeler. Euh, c'était pas nécessairement une catastrophe, mais il faut voir combien de temps on le tient et quand est-ce qu'on revient à la vie, quand est-ce qu'on reprend les contacts, quand est-ce qu'on sort de sa coquille. Tout à fait. Donc c'est vraiment une question de, finalement, oui, ça peut être sain de se replier vers une zone de sécurité, oui, ça peut être sain comme passage, mais il ne faut pas en rester là, quoi, quelque part. Et on a la troisième réaction possible, c'est celle que vous ne verrez certainement jamais sur les réseaux sociaux, c'est l'effondrement. C'est les gens qui craquent complètement. Et ça, on les voit quand on prend le temps de plus parler, de poser des questions et qu'on est un peu plus honnête, peut-être avec ses proches ou ses amis. Il y a des gens qui, pour le moment, sont en train de lâcher complètement. Ils n'ont plus de rythme, ils abandonnent toute action et malheureusement, ça va aussi avec toute une ribambelle de petits comportements toxiques, compulsions, excès, alcool. Et ben oui, ça arrive en ce moment, on le voit, on le vit, on l'expérimente. Il y a des personnes qui prennent mal cette phase et glissent. Maintenant, on pourrait dire oui, c'est le truc que vous devez éviter absolument, ressaisissez-vous. Je vais dire oui, mais peut-être pas. Enfin, je vais pas dire devenez alcoolique non plus. Non, C'est pas un conseil. C'est pas un conseil que je donnerais à qui que ce soit, mais dans un sens, c'est peut-être pas aussi négatif que ce qu'on tend à croire. Paradoxalement, moi, je préfère peut-être quelqu'un qui est dans cette phase et qui le reconnaît, qui tombe maintenant, mais peut-être que cette personne-là saura se relever plus ouais. vite que la première réaction où on mord sur sa chic, on fait semblant, on avance, mais où on se crache à la fin. Et on le voit dans le film d'ailleurs. C'est Hein. ça. On voit que Thor, une fois qu'il finit par sortir de son état où il veut juste boire de la bière et jouer aux jeux vidéo, comme je le comprends, une fois qu'il sort de cet état-là, finalement, il redevient le Thor qu'on connaît, hein, avec un peu plus d'embonpoint, mais le Thor enthousiaste qu'on connaît.
Par contre, et évidemment, il y a des amis qui sont en train de faire des jeux de mots qui m'amusent très fortement dans le chat. Merci pour ça, Jean-François. Et dans le même temps, effectivement, les personnes qui n'ont jamais pris le temps de parler du fait qu'ils avaient du mal vont peut-être avoir plus de mal à admettre là où ils souffrent et avancer. Assez marquant. Et donc, c'est un peu la question, vous reconnaissez peut-être dans un ou plusieurs de ces états. Moi, je dois vous avouer que des fois, sur une journée, ça m'arrive d'alterner les trois états, de commencer ma promenade matinale en dehors des gens en mode repli complet, d'être en mode warrior avec mes clients pendant 4 heures, et puis de m'effondrer face à un verre de vin à une heure où normalement c'est trop tôt pour boire un verre de vin. Donc c'est un peu, on peut passer, on peut shifter autour des trois états, ça peut arriver à tout le monde. Et moi, au final, ce que je peux vous dire, la première étape pour s'en sortir, et elle est simple, c'est accepter. Accepter, regardez, prenez conscience, ne vous masquez pas vos états. Vous devez reconnaître votre état parce que c'est la première étape pour avancer. Vous devez prendre le temps de vous poser et pas hésiter à demander de l'aide. Parce que jouer les faux semblants et faire semblant que je vais bien, tout va bien, peut-être oui, je ne vais pas vous demander de dire que vous êtes dépressif sur LinkedIn non plus, mais vous devez trouver un espace de sécurité où vous pouvez avoir un accompagnement, où vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aide. L'avantage, c'est qu'en ce moment, il y a énormément d'aide qui est distribuée, que ce soit des thérapeutes ou des coachs qui offrent même des sessions gratuites. Vous avez énormément de matériel. C'est aussi le moment où, même si vous avez l'impression de ne pas toujours être super proche des gens, ils vont être beaucoup plus ouverts à vous parler. J'ai même des clients qui, quand ils se rendent compte que je vais un peu pas bien, parce que moi aussi ça m'arrive comme vous tous, qui prennent de mes nouvelles plus proactivement parce qu'ils le sentent. Tout le monde est dans le même bain, tout le monde est dans le jus, donc la première étape avant l'action, c'est vraiment vous recentrer sur où vous en êtes et activer vos réseaux de soutien. Et donc, à ce niveau-là, c'est important de le faire avant de pouvoir vous canaliser sur l'action, parce que des actions, il y en a évidemment. Ouais, donc on va parler effectivement des actions, mais c'est tellement important de d'abord admettre là où on en est. Et je tiens à signaler, bon, on est en train de parler d'une crise qui est dramatique à plein de niveaux et qui va avoir des effets négatifs, clairement, mais c'est peut-être un des effets positifs dont on peut espérer que cette crise va les amener, c'est cette idée qu'il sera plus accepté, plus admis, qu'on peut parler des divers troubles à travers lesquels on passe, de la souffrance psychologique à travers Oui. laquelle on passe. Et ça, c'est quelque chose Je crois que d'extrêmement parler de sain. santé mentale au travail, ça va. Je pense que le tabou était déjà en train de se casser la figure avec la vague de burn-out de ces dernières années. Mais là, comme les psys le disent, on va passer par des phases de choc post-traumatique. Donc, parler de santé mentale au travail, ça va être une des conséquences de cette crise, j'en suis certaine. Tout à fait. Bon, alors, une fois qu'on a admis ça, donc encore une fois, crucial, admettre les étapes par lesquelles on passe, il y a une série de choses qu'on peut espérer faire pour se sortir des effets économiques de la crise, pour sortir de la crise qu'on vit et qui affecte nos affaires, nos entreprises. Il y a 4 éléments, selon nous, qui sont assez nécessaires, de taille un peu différente, mais qui sont nécessaires. Et ceux qui nous connaissent bien vont reconnaître certaines de nos marottes, hein, parce que, bah oui, quand même. La toute première chose, et ça c'est vraiment l'étape la plus importante, sincèrement, pour pouvoir affronter une crise de cette ampleur-ci et prendre les bonnes décisions, faire les bons choix, c'est de retourner sur votre mission et vos valeurs. Et je vais revenir dans 2 minutes sur ce que ça veut dire, la mission et les valeurs. Mais c'est vraiment crucial de comprendre quelle est la mission et les valeurs de votre organisation. Deuxième point, il est important que vos organisations, et j'ai même envie de dire au-delà, qu'on fasse preuve d'unité et qu'on réunifie les gens et qu'on travaille ensemble. C'est aussi, ça paraît très bateau, mais c'est crucial dans des moments de crise, encore plus que dans d'autres. Quand il s'agit de trouver des solutions, on va devoir faire appel à la créativité, très clairement. Une créativité structurée dans le contexte ici, mais quand même. Et puis, et c'est peut-être contre-intuitif pour certains, mais il faudra prendre des risques en fait. Hein. Donc voilà, si on parle de mission et de valeur, c'est vraiment, là, ce dont on parle là, c'est le cœur de qui vous êtes en tant qu'organisation et c'est le cœur de votre stratégie.
c'est vraiment, en fait, si vous retenez une seule chose de la présentation à partir de ce moment-ci, c'est ça, c'est que la mission et les valeurs, c'est le cœur de qui vous êtes d'accord, mais c'est aussi le cœur de votre stratégie. Si vous faites ça, vous êtes déjà sur la bonne voie. C'est vrai qu'on peut prendre l'exemple un peu des Avengers sur leur mission, c'est toujours ce qui les guide, et qui leur permet d'avancer en fait. C'est ça, tout à fait. C'est vraiment, on voit dans tous les films d'ailleurs, Avengers pour le coup, une grande interrogation sur qui sommes-nous. Si on revient là maintenant 2 minutes sur Civil War, alors là on est plus tard, hein, le grand conflit entre Tony Stark et Steve Rogers, Captain America et Iron Man, c'est quoi? C'est, au fond, les Avengers, c'est quoi? Est-ce que c'est une agence gouvernementale pour la paix? Est-ce que c'est ça qu'on doit être? Une entité tierce qui va aussi pouvoir lutter contre le gouvernement si le gouvernement est maléfique en l'occurrence. Cette question de qui sommes-nous est cruciale et dès qu'on a une incertitude là-dessus, on va partir en vrille, tout à fait. Alors, bon, j'arrête pas de dire, il est temps de vous centrer sur votre mission. Une réaction assez légitime. Mais attends, Eric, t'es gentil là, mais ma mission, je sais pas l'exécuter. C'est vrai. Vous avez une boutique, un bar, pour le moment, vous dites, bah, ma mission, rien faire. Je suis obligé d'être fermé. Eh ben non. Justement, la mission, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que la mission, c'est pas votre service. D'accord? Donc, imaginons que vous êtes une boutique. Le fait d'ouvrir et de proposer vos produits à la vente, c'est pas votre mission. C'est ce que vous faites. D'accord? Ça, c'est votre service ou votre produit. Mais c'est pas votre mission. La manière dont vous faites les choses, donc si on pense à un restaurateur qui a sa décoration, qui a sa carte, ben, c'est pas non plus sa mission, ça. Ça, c'est sa méthode éventuellement, c'est ses processus. La mission, c'est la raison. C'est en quoi est-ce que l'existence de votre organisation rend le monde un peu meilleur. Pourquoi est-ce que vous existez? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Et alors, évidemment, votre produit, votre service, vos processus, vos méthodes, tous ces aspects-là sont dont vous allez aider votre mission. D'accord? Votre mission s'incarne là-dedans, mais votre mission, c'est pourquoi est-ce que vous existez. Donc, c'est vraiment crucial de garder quel est l'impact que vous visez à avoir sur le monde. D'accord? Alors, pour le coup, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec les Avengers, mais parce qu'il est super parlant, je trouve. C'est Tesla. Tesla, c'est une entreprise dont la mission est formulée clairement sur leur site web et partout. Et ils disent que leur mission, c'est d'accélérer la transition vers une énergie soutenable. Vous remarquerez, là-dedans, on ne parle pas de voiture, on ne parle même pas de batterie, on ne parle pas d'électricité. Mais par contre, il est clair que des voitures électriques peuvent contribuer à cette mission-là. C'est ce qui explique pourquoi aussi ils font une tri aussi à d'autres fabricants automobiles. C'est quelque chose qui développe. Leur mission est plus vaste que leurs produits ou leurs services. D'accord? Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'évidemment, dans des périodes où, comme aujourd'hui, vos produits et vos services habituels, vous ne pouvez peut-être pas les fournir comme vous le faisiez, il va falloir réfléchir. Comment est-ce que vous pouvez exécuter votre mission autrement? Alors, autre point, donc j'ai parlé des missions et il y a les valeurs aussi. Alors, les valeurs, là, pour le coup, j'ai bossé à l'UNIF dans mon jeune temps et de temps à autre, j'aime quand même bien une définition formelle. Et voilà, là, j'en ai sorti une. C'est quoi les valeurs? C'est les croyances partagées au sein d'une organisation qu'on manifeste dans des comportements. Donc, au quotidien, on les applique. Et c'est évidemment renforcé par la hiérarchie, ou bien explicitement, ou bien tacitement. D'accord? Donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on incarne ces croyances au quotidien. C'est pas juste des mots sur un mur, machin, et puis qu'on n'applique pas C'est vraiment. juste un poster sur les murs de votre entreprise, c'est mort. Non. C'est ce qui se passe réellement au sein de votre entreprise. Hein. Il peut y avoir un grand hiatus entre ce qui est déclaré et ce qui est fait. Tous les gens qui ont travaillé en grande entreprise le savent un peu. J'ai mis quelques exemples ici, soit du passage, j'ai oublié de le signaler, mais vous aurez les slides et il y aura un enregistrement de tout ce qu'on est en train de faire ici, donc vous pourrez consulter ça à votre aise. Ça pourrait être amusant que vous essayiez d'identifier quelles sont les organisations qui ont cette documentée. Donc les valeurs, hein, c'est bien ça, cette idée de croyances partagées qui s'incarnent dans des comportements et que vous vivez au quotidien. Et on va illustrer ça un peu plus tard. En fait. Donc une fois que vous avez ça,
vous avez votre identité. Votre mission et vos valeurs, c'est pourquoi vous existez et comment est-ce que vous existez. Donc, finalement, ça, c'est votre identité. Et c'est la meilleure manière de garder votre unité. Oui. Et cette unité, elle est super importante en temps de crise. Si vous êtes à la tête d'une organisation, vous avez des collaborateurs, c'est particulièrement important. Mais même si vous êtes solo entrepreneur, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir sans votre réseau. Donc l'unité, c'est le moment où où on doit vraiment être capable de la mobiliser. C'est un moment comme celui-ci. Et maintenant, bon, évidemment, ça présuppose un peu que vous ayez déjà travaillé cet aspect-là avant. Si vous ne l'avez pas travaillé avant, ça va être plus compliqué maintenant. Mais c'est vraiment un point sur lequel que vous devez vraiment mettre structuré et Je vais juste revenir sur ça précédent, si tu veux bien. Soit dit au passage, il y a un point important dans les Avengers où ils illustrent vraiment cette idée de valeur. Une des valeurs des Avengers, en fait, c'est pas un truc qui est déclaré dans les murs, ça, on ne les voit pas sur les posters des films ni rien. Mais il y a une valeur et qui s'est affirmée avec le temps, elle n'était pas là au départ. C'est une valeur de diversité. Une valeur de diversité des hommes, des femmes, des dieux, des déesses, des monstres verts. Il y a un peu de tout là-dedans. Et c'est pour ça que c'était super crucial pour le vieux fan de comics que je suis, vieux dans tous les sens du terme en l'occurrence, euh, de voir cette scène-ci où toutes les héroïnes féminines des Avengers étaient en train d'avancer et on savait qu'elles allaient en découdre et qu'elles allaient avoir un super gros impact. Et ça fait peut-être un peu gimmick de vous dire oui, ça fait film d'action, mais à un moment donné, si vous lisez une bio d'entrepreneur, tout entrepreneur qui a réussi à sortir d'une grosse crise, vous lisez la bio d'Horowitz ou autre, ou même Steve Jobs, même parce que c'est chiant de citer Steve Jobs tout le temps, ils ont réussi à générer cet engagement autour d'eux, autour d'une mission, autour de quelque chose. Et maintenant, si c'est compliqué, vous allez devoir le faire. Et pour faire ça, il y a des points qui sont importants. Donc la première chose, c'est vraiment recentrer l'organisation sur qui elle est. C'est pour ça qu'on a parlé de mission et valeurs. C'est à ce niveau-là que c'est important. C'est important dans votre communication vers l'extérieur, mais c'est aussi important pour créer de l'union avec les personnes de votre entourage professionnel, avec vos collaborateurs. Si vous avez une mission qui vraiment suscite l'engagement, ça va vraiment vous aider. Un point qui est important pour moi, c'est le moment où vous ne devez rien passer qui porte atteinte aux valeurs de l'organisation. Pourquoi Parce que vous êtes dans un moment de crise où il va y avoir des réactions qui vont partir dans tous les sens. Une des réactions qui va être classique, ça va être l'agressivité. C'est un truc dans la psychologie humaine. Quand on n'est pas bien, un des moyens qu'on a pour retrouver le contrôle, c'est de crier un bon coup sur quelqu'un qui est en dessous de soi, parce que ça nous donne l'impression de contrôler quelque chose. C'est moche, mais c'est humain, et beaucoup de gens vont le faire. Oui, c'est comme disait les des gens vont le faire dans votre organisation. Vous allez même peut-être le faire. Arrêtez ça en tant que chef d'organisation. Vous devez être capable de siffler la fin de la récré et dire voilà, je comprends que tu es nerveux, mais ce n'est pas acceptable. Et vous-même, si vous l'avez fait, franchement, excusez-vous, vous en sortirez grandi. Et c'est vraiment super important de vraiment recadrer ça, parce que sinon, au moment où vous aurez besoin des gens autour, ils vont vous lâcher si vous n'avez pas mis ces limites. Un autre point aussi qui est important, c'est que dans des moments de panique, des gens vont faire des grosses conneries sans penser. Par exemple, j'ai un exemple que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux d'une société de services française qui, dans la panique, en voyant ses contrats partir en courant, au lieu de mettre les gens au chômage temporaire, comme c'était également le cas en France, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé 200 périodes d'essai d'un coup, clac, comme ça. Et en fait, c'est moche. Surtout, je crois que la boîte avait un truc genre respect dans ses valeurs, donc ça la mettait un peu mal. C'est moche et c'est stupide, parce qu'en fait, ils se sont pris un bad buzz qui continue de tourner. Ils vont se prendre des plaintes. Donc, c'est vraiment le moment, à un moment donné, c'est pas parce que c'est la crise qu'on peut faire un truc très très moche, parce qu'en règle générale, ça va de toute façon finir par éclater à la figure de l'organisation. Donc ça, c'est important. Et un dernier point qui est pour moi capital, prenez soin des états émotionnels de vos collaborateurs. Et en tant que responsable d'une organisation, c'est super dur, parce
parce que vous avez personne qui va prendre soin de vous au sein de l'organisation. Donc, prenez un psy, un coach, un ami ou autre qui va vous aider à dépasser ça. Mais vous, votre rôle, vous êtes aussi là pour voir comment les gens vont et vous arrêter et ne pas vous arrêter au ça va, ouais, ça va. Grattez, regardez les Ouais. signes, prenez des moments. Moi, je constate ça dans certaines organisations. Les organisations qui s'en sortent vraiment bien, c'est celles qui accordent un peu plus de temps pour vraiment gérer cet aspect émotionnel. Et si vous respectez bien ça, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir une équipe unie, soudée derrière vous, et qui vous aidera à avancer. Tout à fait. Et en fait, hein, et pour un peu résumer ce slide, c'est les moments de crise. C'est dans les moments de crise que les loyautés se font et se défont. Si vous gérez bien vos gens, si vous êtes là pour eux, si vous vous occupez d'eux, si vous renforcez vos valeurs pendant une crise, les gens vont garder une loyauté absolument gigantesque. Et à l'inverse, si vous les traitez mal à ce moment-là, ils sauront où ils en sont, quoi. J'ai juste un petit point d'Alessandra qui me dit oui, poser la question 3-5 fois. En fait, le tout, c'est vrai que je m'exprime peut-être un peu mal là-dessus. Bon, évidemment, pour harceler les gens, mais il faut être attentif aux signes. Si vous connaissez bien les personnes avec qui vous travaillez, vous devez commencer à connaître comment elles réagissent. Quand vous voyez un signe qui vous paraît dévié de dire à un moment donné, pas redemander 5 fois, dire ouais, mais là j'ai l'impression que ça va vraiment pas, tu me fais pas un flanc. Ouais. Pas hésiter à oser le dire. Pas hésiter à oser le dire et vraiment être attentif. C'est super dur, surtout que c'est quand même vachement plus facile quand on peut avoir les gens en face de soi et les regarder dans les yeux pour ça. La vidéoconf, c'est pas le rêve, mais il y a moyen. Et Ouais. bon. Il faut vraiment créer le cadre pour pouvoir avoir ces conversations, parce qu'effectivement, le petit ça, c'est bien facile, mais comme dit Catherine, si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui a l'air d'aller mal, prenez le temps pour un coup de fil. Peut-être pas toujours faire des vidéo calls. Quelqu'un qui se sent pas bien, a peut-être pas envie de montrer sa tête à sa webcam à chaque fois. Mais prendre le temps de vraiment avoir une discussion autour de la personne. Oui, et c'est aussi des choses à déléguer fatalement. Si vous gérez 300 personnes, si vous êtes chef d'une entreprise dans 300 personnes, vous n'allez pas faire de la thérapie avec chacun des employés. Mais chaque manager doit pouvoir être capable de gérer ses équipes. Votre département RH est là pour vous aider, pour mettre des structures aussi. Donc, vous devez trouver des soutiens internes ou externes qui vont vous aider à dépasser ce cap parce que c'est important. Tout à fait. Donc voilà, on a fait le retour sur la mission et les valeurs, on a créé de l'unité. Ensuite, il va falloir être créatif pour pouvoir répondre à cette situation totalement inédite et imprévisible. Et encore aujourd'hui, nous on fait nos malins, ici on fait nos consultants, on raconte plein de trucs. Moi je sais pas comment elle va se terminer la crise, je sais pas combien de temps elle va durer, ni à quoi ça va ressembler. Hein. C'est là que c'est intéressant de voir, justement, dans les films de super-héros, il y a souvent cette idée magique, ce truc qui tombe parce que fatalement, dans une histoire, ça sonne bien. Mais peut-être que vous allez la voir, cette idée géniale Tout à maintenant. fait. Et c'est intéressant de se pencher à comment on peut faire pour créer les conditions propices à ce boost de créativité. Exactement. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de faire de la créativité structurée. Alors, Parce qu'il est comme ça. ouais, déjà, parce que je suis comme ça, voilà, hein, les gens qui me connaissent le savent. Mais, et là, pour le coup, on va aller voir un peu ce qu'ont fait les Avengers, là. Pour ceux qui se souviennent ou qui ont vu le film, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les Avengers vont remonter dans le temps. Ils vont remonter dans le temps pour aller empêcher Thanos d'avoir les pierres de l'infini, blablabla. Donc, c'est une idée assez créative, ça, quand même, remonter dans le temps. C'est pas un truc qu'on fait tous les jours, même dans les comics, malgré tout, hein, on a beau dire, ils font pas ça toutes les 3 minutes. Mais fatalement, pour pouvoir faire ça, il a fallu structurer ça. Hein. On voit l'image ici, c'est un appareil super compliqué et tout, machin, je sais pas comment ça marche. Ils ont dû mettre les plus gros cerveaux ensemble, réfléchir et structurer au sein de cadres et parler de l'eau physique. Hein. Tony Stark trouve enfin vraiment remonter dans le temps. Oui, c'est créatif, mais c'est pas non plus la fête du slip, en fait. Donc, ici, la structure qu'on va suivre, elle est assez simple. En parlant, en tout cas, c'est identifier comment la crise vous affecte. C'est la première question. Elle vous affecte dans plein de sens. Il va falloir identifier comment elle vous affecte le plus. Et en fonction de ça, il faudra comprendre quelles sont les options stratégiques qui s'offrent à vous. Alors, stratégie, c'est un mot, les gens comprennent souvent mal ce que ça veut dire ou l'utilisent mal. Une stratégie, c'est simplement les moyens qu'on met en œuvre pour atteindre un certain objectif. D'accord ? Quand on vous demande c'est quoi votre stratégie, c'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre, qu'est-ce que vous mettez en place pour atteindre
certains objectifs. Donc, comprendre quelles sont les options qui s'ouvrent à vous. Et puis, surtout, donc ici, je vais vous donner, entre guillemets, des espèces de recettes. Mais ces recettes, vous ne les appliquerez pas telles quelles. Ça, je vous le dis déjà. Vous allez les adapter en fonction de qui vous êtes. Vous allez les adapter en fonction de tout ce qu'on vient de dire avant, de votre mission, vos valeurs, etc. D'accord? Donc, je vais vous donner un peu les options stratégiques pour répondre à un certain nombre de défis qui se posent suite à la crise. Et ce sera à vous de les adapter ou en discutant avec les personnes adéquates pour, euh, pour s'en sortir. Alors, il y a au moins 4 grandes conséquences. Il y a potentiellement plus, hein, mais les 4 plus grandes conséquences que moi je vois en tout cas au Covid-19 et au confinement qui vont affecter différentes organisations, c'est la perturbation des chaînes d'approvisionnement, supply chain pour les consultants anglophones. Je vais souvent dire supply chain pour chaîne d'approvisionnement parce que ça va plus vite. Euh, la distribution physique est remise en cause et par là j'entends vraiment les magasins physiques. Euh, voilà, je vais y revenir. La limitation des contacts physiques, parce que oui, on sait que le Covid se transmet par l'interaction entre les personnes, et la baisse de la demande. Alors, tous ces 4 points ne vous affectent pas tous nécessairement, et vous affectent certainement pas tous de la même manière. Il y a certaines entreprises qui n'ont aucun de ces défis-là. Netflix se porte très très bien, merci pour eux, hein, pour l'instant. Mais donc la question, c'est vraiment d'aller voir lequel de ces 4 vous affecte ou lesquels vous affectent, et lequel vous affecte le plus. Focalisez-vous sur celui qui vous affecte le plus. Alors, pour comprendre un peu mieux, la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Donc là, c'est quoi l'idée? L'exemple le plus clair et net, c'est évidemment si vous travaillez dans l'industrie lourde, euh, et les pièces risquent de pas arriver rapidement. Donc ça, c'est un problème assez massif qui peut affecter une entreprise industrielle. Ceci dit, ça, c'est le cas classique où on parle de supply chain ou de chaîne d'approvisionnement, mais ça peut aussi affecter d'autres types de personnes, j'y reviendrai. La stratégie de long terme pour résoudre ce problème-là, ou en tout cas pour avoir comment dire, une meilleure résilience face à ce type de problématique, c'est de relocaliser dans la mesure du possible. D'accord? Donc, si vous qui est plus local, qui est pas nécessairement en Chine, mais au moins en Europe ou en Belgique si On est en train de le possible. faire pour les masques. On est en train de le faire pour les masques, exactement. C'est ça qu'on est en train de faire. Hein. C'est littéralement ça qu'on est en train de faire. Relocaliser, ça peut être une réponse à ce genre de problème. Alors, est-ce qu'on peut évidemment avoir oui, alors il y a plusieurs personnes, c'est intéressant ça. Plusieurs personnes sont en train de dire ah, mais Netflix a des problèmes avec la création de contenu. C'est vrai, mais pour Netflix, ne plus pouvoir créer de contenu, c'est pas un problème parce que la création de contenu, d'accord? Donc, ils sont juste en train d'améliorer le résultat. Hein. Ça, c'est un truc, j'aimerais bien qu'on intègre ça. Netflix continue à avoir ses revenus qui rentrent tranquillement. Et aujourd'hui, oui, ils ont une dépense qu'ils ne peuvent plus faire. Il y a pire comme problème à avoir. Hein. Donc, une relocalisation complète, c'est peu vraisemblable dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, ce qu'on va voir, c'est une possibilité de quelque chose. L'idée, c'est de construire en fait une redondance. Ce qui a frappé, ce qui va frapper pas mal de gens durement aujourd'hui, c'est qu'ils ont une seule chaîne d'approvisionnement et qu'elle est brisée ou ralentie. D'accord? Alors, bon, j'ai parlé de l'industrie, mais on pourrait prendre d'autres types d'exemples et on a la chance d'avoir Romain de Nezen avec nous aujourd'hui. Nezen, c'est un parfumeur artisan parfumeur. Je vous enjoins, dès que le confinement est terminé, de venir ici. Alors, il y a énormément de remarques sur Netflix. C'est en train de popper dans tous les sens. On peut en parler après. Justement, c'est pour ça qu'il y a toute une période de discussion qui est prévue. Donc, en fait, Roman Nezen, donc un artisan parfumeur, dès que le confinement est terminé, je vous enjoins à aller voir sa boutique, c'est toute une expérience. Et en plus, il y a des produits qui sont absolument superbes. Évidemment que pour faire de la parfumerie, et il travaille voilà, Romain, salut. Pour faire de la parfumerie, il a besoin de faire venir des matières premières, parce qu'il travaille des matières naturelles. Mais les matières naturelles, par exemple, alors je dis n'importe quoi, c'est peut-être un peu faux ce que je veux dire, mais l'idée est là.
c'est qu'il fait venir des roses, mettons, de Turquie, par exemple. Et admettons que du fait de Covid-19, les roses ne peuvent plus arriver chez nous. Quelles sont ces options? Est-ce qu'il peut faire venir des roses de Bruxelles? Probablement pas. D'accord? Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il y a toujours une option super simple pour tout. Par contre, peut-être qu'il peut les faire venir de Grasse. C'est déjà un peu plus proche. Ou peut-être pas. Qu'est-ce qui peut se passer aussi? À court terme, donc encore une fois, c'est bien une nouvelle chaîne d'approvisionnement, mais à court terme, ça prend beaucoup de temps, ça prend de l'argent de faire ce genre de choses-là, donc on ne sait pas nécessairement le faire immédiatement. Par contre, des possibilités pourraient être des partenariats. Donc aujourd'hui, c'est le moment où je pense qu'on va pouvoir voir des nouvelles collaborations émerger, y compris entre concurrents potentiellement. Alors, encore une fois, je vais prendre l'exemple de Romain, et encore une fois, Romain n'est pas vrai, mais conceptuellement, en tout cas, il pourrait aller acheter des roses à Grasse, mais que pour une raison X, Y, Z, à Grasse, les volumes de commandes dépassent ce que Romain serait prêt à commander par an, parce qu'en fait, il ne pourrait pas. Vous allez nous faire mourir de rire avec Oui, vos oui, en fait, vannes, ça devient je suis en train de difficile. tellement rire des commentaires. Merci, merci. Enfin, en fait, c'est génial, je trouve, ce genre d'échange. Donc, peut-être qu'il ne pourrait pas atteindre des volumes, mais peut-être qu'avec un concurrent qui lui aussi produit des parfums qui ont besoin de fleurs, de roses, il pourrait atteindre le seuil minimum pour commander à Grasse. Et ça, c'est le type de partenariat qui pourrait être intéressant. Ah bah voilà, on m'a dit que c'est correct C'est pour vrai la que c'est rose par verte. exemple, je donne aussi l'exemple de Caroline qui du Sénégal. Ça pourrait peut-être être le genre de réflexion qui pourrait t'aider pour trouver une alternative si la situation ne se Ouais. débloque pas assez rapidement. Et donc, encore une fois, l'idée, c'est pas de remplacer, parce qu'il y a souvent une très bonne raison d'avoir sourcé au Sénégal, dans le cas de Caroline. Mais d'avoir un plan de backup vers lequel on peut peut-être basculer en partie. Et donc, l'idée des partenariats. Et alors, il y a l'alternative à examiner. Alors ça, c'est certainement pas d'application pour tout le monde. Il faut voir si on a envie de le faire. Mais dans certains cas, on pourrait outsourcer l'approvisionnement et dire, en fait, fondamentalement, c'est plus mon problème. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de ça et je vais simplement le payer, un montant fixe ou un variable prédéfini, et ça devient le problème de quelqu'un d'autre. C'est possible dans certaines situations. C'est certainement pas possible dans le cas dans le cas de tout le monde, mais ça peut être assez intéressant. Euh, donc en fait, voilà, ça c'est un peu ce qu'on peut faire en termes de supply chain. Sur du passage, il y a aussi une alternative, encore une fois, au niveau supply chain. Là aussi, je vais reprendre l'exemple de Romain. Pour un peu vous montrer le type de raisonnement que je vous enjoins à avoir. Romain pourrait aussi se dire, ah bah, pour résoudre mon problème de supply chain, la rose turque, c'est plus un problème, Grasse, c'est pas une option. Je pourrais prendre une rose de synthèse. Hein. En parfumerie, ça existe, des produits synthétiques. Mais encore une fois, pensez à vos missions et vos valeurs. Connaissant Romain, qui met en lumière les belles matières, les matières naturelles, etc., je ne serais pas surpris qu'il me dise, oui, mais moi, mon but, c'est précisément. Et donc, de ce fait-là, il y a des géniales, chouettes. Il y a des géniales discussions qui sont en train de se passer dans le chat. C'est phénoménal. Phénoménal. C'est exactement pour ça qu'on est là. C'est génial. La rose de synthèse, est-ce que, oui ou non, ça correspond aux valeurs que Romain veut véhiculer dans sa boutique? Probablement pas. Mais donc, passez à travers le filtre de qui vous êtes. Examinez les options et derrière, passez à travers le filtre de qui vous êtes. Et alors, ça va peut-être vous donner des idées assez intéressantes. Donc voilà. Deuxième grand problème qui découle du confinement, la remise en cause de la distribution physique. Alors bon, ça c'était déjà une tendance de fond qui existait avant hein, la crise. Les boutiques physiques ont plus de mal que dans le temps, c'est la concurrence, Amazon, etc. etc. Et là, il n'y a rien à faire. La réponse à ça, c'est d'assurer sur le long terme une disponibilité omnichannel, c'est-à-dire fondamentalement, le client qui souhaite se procurer vos produits doit pouvoir le faire par le canal qu'il préfère. À terme, c'est vers ça qu'il va falloir aller. Il doit toujours y avoir ce complément d'un autre canal.
Je ne suis pas en train de dire qu'il faut éliminer nécessairement le canal physique, je vais y revenir, mais ce complément devient absolument indispensable. À court terme, si vous ne l'avez pas aujourd'hui, vous des plateformes. Pensez à des plateformes qui vous permettent de faire ça. Là, pour le coup, Amazon Marketplace, Facebook Marketplace, ce genre de choses-là sont des manières assez rapides de mettre en place un canal digital sans nécessairement avoir investi sur votre propre canal. Alors évidemment, l'alternative à examiner, c'est de passer en full digital. Hein, de dire, finalement, je n'ai pas besoin de boutique physique. Alors, hein, il y a des cas où c'est valide. Prenez quand même garde, encore une fois, qui êtes-vous? Quelle est votre valeur ajoutée? Quelle est la mission que vous voulez exécuter dans le monde? Euh, il est bien possible, si vous avez une boutique physique aujourd'hui, il y a toute une série d'expériences différenciantes au sein de cette boutique ou de ces boutiques qui sont là pour une bonne raison et que vous voulez garder le canal digital est dans ce cas-là donc un scénario de complément pour les cas de crise, pour les gens, simplement, parce que ça existe aussi, hein, les gens qui viennent dans votre boutique, qui adorent ce que vous faites, mais ils habitent à 400 km, ils ne vont pas venir tous les jours. Donc, du coup, ils peuvent continuer à s'approvisionner. Bref, c'est cette idée de l'omnichannel. C'est quelque chose qui était déjà en cours. Clairement, ça va s'accélérer. Euh, Troisième aspect, limitation des contacts physiques. Alors ça, c'est quelque chose de relativement propre à la crise Covid-19. Là par contre, là, il n'y a rien à faire. Sur le long terme, il va falloir intégrer la sécurité dans vos processus. Et pourquoi? C'est pas parce que la crise sanitaire va se terminer que les terreurs des gens qui sont nés pendant cette crise vont toutes disparaître, loin de là. À la fois d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue psychologique, les gens vont être plus attentifs à la sécurité interpersonnelle. Je sais pas vous, mais moi, le réflexe de me toujours tenir à 1,5 m des gens, j'ai peur que même après le confinement, il va me falloir un temps pour arriver à m'y remettre, à avoir une distance normale vis-à-vis des gens. Tout à fait. Donc ça va rester. Et donc, il va falloir repenser nos manières de travailler pour en tout cas toutes les personnes qui travaillent avec un contact physique. Alors, je ne parle pas nécessairement juste voilà, il y a Mathilde qui dit après le Covid, on ne se fera peut-être plus la bise. Effectivement. Sécurité dans vos processus et votre manière de travailler. Compliqué évidemment si vous êtes kiné, mais vous continuerez à toucher probablement qu'il y aura toute une série de mesures que vous prendrez qui seront intégrées dedans. Ça doit à terme, c'est que ce soit fluide. À court terme, par contre, le minimum, c'est de créer des barrières. Et là, je pense à des choses comme on voit chez les pharmacies ou les boulangeries aujourd'hui, où il y a des barrières physiques qui sécurisent à la fois les employés et les clients. Attention que c'est compliqué, ça, aujourd'hui. Hein. Il y a des problèmes qui sont assez spécifiques à chaque secteur, aussi bien d'un point de vue réglementaire que les spécificités sectorielles. Mais c'est quelque chose à quoi il va falloir. Une des alternatives, évidemment, c'est de se débarrasser du contact physique. Et en fait, l'automatisation est une des pistes pour ça. Hein, on peut penser aux drones, des machines, l'intelligence artificielle, blablabla, qui peuvent aider à dépasser ce problème-là. Mais c'est crucial de penser à l'expérience utilisateur. Est-ce que la personne, votre client n'a pas envie d'avoir malgré tout ce contact physique, même s'il est plus sécurisé, même s'il est plein de choses. Nous, à Namur, hein, les Namurois le savent, on aime bien faire notre tour du samedi, dire bonjour à nos indépendamment de savoir si on achète quelque chose ou pas. Ça fait partie du plaisir de nos interactions commerciales à ce niveau-là. Donc, cette expérience utilisateur peut être absolument cruciale. Pensez à la différenciation. Hein, si tout le monde fait exactement la même chose avec les mêmes drones, etc., bah, c'est difficile de vous démarquer. Et à l'impact social, si c'est quelque chose qui vous préoccupe, l'impact social peut quand même être marqué. Par contre, ça, je vous annonce, hein, un jour, Uber Eats remplacera les coursiers par des drones. Ça, c'est certain, par contre. Parce que la différenciation là-dessus est assez limitée. Donc voilà, encore une fois, tout ça, c'est des éléments, des pistes stratégiques. Raffinez-les, adaptez-les en fonction de vos spécificités. Enfin, et c'est peut-être celui qui tracasse le plus de gens, c'est pour ça que je le garde entre guillemets le meilleur pour la fin, c'est la baisse de la demande. Il est évident que dans toute une série de secteurs, y compris des secteurs qui a priori ne sont pas autant affectés par les aspects physiques de la crise, la demande baisse. C'est l'incertitude, c'est un phénomène de marché qui est lié à l'incertitude.
Alors, il y a une chose qu'il faut bien vous mettre en tête. Dans 1 mois, dans 6 mois ou dans 2 ans, la crise aura une fin. Je ne sais pas quand, mais la crise aura une fin. Euh, donc, sur le long terme, pour survivre sur le long terme, il faut continuer à investir en sales et en marketing dans toute la mesure du possible. Les besoins que vous servez aujourd'hui, la mission que vous exécutez grâce à vos produits et services, continuera d'avoir du sens. Donc, il faudra continuer à être en mesure de vendre. Et donc, pour l'instant, si effectivement c'est plus difficile de vendre, les gens n'achètent pas, ouais, c'est le moment de vous former, c'est le moment de vous équiper éventuellement pour les organisations qui auraient besoin d'un CRM ou ce genre de choses-là. C'est vraiment le moment de faire ce genre de choses-là. Travaillez votre marketing, réfléchissez à ce que vous ferez plus tard, même si vous ne le faites pas maintenant, parce que le moment n'est pas pertinent, mais réfléchissez-y. Pensez à comment vous pouvez vendre plus, mieux vous différencier, comment est-ce que vous pouvez travailler là-dedans. Investir en sales et en marketing, c'est crucial dans une crise qui subit une baisse de la demande. Par contre, à court terme, ce qu'il faut aussi faire, évidemment, c'est gérer les coûts. Si vous n'avez plus de demande, si vous ne vendez plus, il va falloir gérer les coûts, sauf si vraiment vous avez des réserves de cash qui vous permettent de tenir très 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 longtemps. Donc encore une fois, comme je l'ai dit, continuez à investir en marketing et en vente. Alors au niveau du marketing, quand même une petite adaptation. Faites quand même attention de rester un peu adapté au contexte de la crise. Si vous êtes une compagnie aérienne et que vous dites ah ouais, on fait une promotion sur les vols à destination de Shanghai, vous allez peut-être avoir un problème pendant la crise. Ou Milan, oui, voilà. Mais par contre, encore une fois, gardez à l'esprit cette idée, elle est simple, mais je vois beaucoup d'organisations en fait, qui sont en train de se tromper là-dessus. Si vous reniez sur votre capacité à générer des revenus, donc la vente et le marketing, c'est ce qui vous permet de générer des revenus, ça va vous coûter cher quand la demande reviendra. Par contre, splendide message d'Alessandra qui dit la solidarité est un outil marketing et même stratégique pour le moment. Absolument d'accord avec ça, Alessandra. Oui, c'est important de trouver le bon ton. Moi, par exemple, c'est un conseil que j'ai donné à certains commerçants locaux, c'est de dire, faire des pubs pour votre produit, c'est bien, mais parlez de vous, dites ce que vous faites, montrez qui vous êtes, parce que par rapport à vos entreprises, on a envie d'avoir de vos nouvelles, et avoir de vos nouvelles, ça va générer un contact qui fait que quand ça reprendra, on aura envie de vous revoir parce qu'on se souviendra de vous. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment de penser dans toute votre démarche. Ne faites pas comme si de rien n'était. Euh, Mettez-vous à la place des gens, ayez cette empathie de dire au fond, mon prospect, mon client, dans quel état il est et qu'est-ce qui lui ferait du bien, parce que c'est important. Et ça, je pense que souvent dans le marketing, c'est un jeu d'équilibriste. Ouais. Certains le réussissent très bien, d'autres se plantent. Moi, par exemple, un truc que j'aime beaucoup en ce moment, c'est Burger King, qui fait des vannes sur les kits de ces burgers à faire à la maison. Ça fait rire, c'est tout à fait dans le style de Burger King, c'est leur style de communication depuis des années, mais c'est bien, c'est opportun, et on pense jamais au fait que ce soit déplacé. Donc, c'est le genre d'exemple qui est intéressant. Exactement, parce que c'est ça l'alternative à examiner. C'est le nouveau produit ou service. Burger King, leur produit, c'est de vous donner un Whopper dans leur restaurant. Mais là, ils ont pensé à un nouveau produit ou service, c'est-à-dire une recette. Et soit dit au passage, il y a pas mal de restaurateurs namurois. Moi, je voulais promouvoir les restaurateurs namurois. On peut faire aussi. Plutôt que Burger King, qui sont en train de parler, effectivement, de choses à côté. Donc, encore une fois, on est en train de parler, une fois de plus, d'exécuter votre mission différemment. Un nouveau produit ou un nouveau service, c'est dire, je vais exécuter ma mission différemment. Donc, c'est un peu ça qui est... Ça va peut-être pas vous rapporter du business tout de suite, ça va peut-être pas vous donner de l'argent tout de suite, mais ça vous permet d'exister et de maintenir une présence, ce qui sera toujours utile quand ça va redémarrer. Oui, tout à fait. Donc voilà, ça c'est un peu les grandes pistes pour toucher, pour résoudre les grands problèmes posés par Covid-19. Maintenant, il y a un élément supplémentaire, c'est la prise de risque. C'est ça, parce qu'en fait, et c'est un peu le danger d'une situation de crise, c'est qu'on a parfois tendance à la jouer safe. Le conseil que j'entends partout, tout le temps, c'est « oui, mais envisage le pire, envisage le pire, envisage le pire ». Oui, il faut envisager le pire aussi.
Mais si on n'envisage pas la meilleure issue possible à cette crise, si on ne se tire pas une, on se tire 2 balles dans le pied parce qu'on se ferme et on peut aussi générer des effets de panique qui ont des circonstances favorables, quoi. Ça ne fonctionne pas. Et ceux qui vont s'en sortir maintenant, ceux dont on va parler, c'est ceux qui auront osé quelque chose de neuf qui est complètement out of the box. Parce que c'est souvent dans ces moments de crise qu'il y a un entrepreneur qui sort l'idée géniale et au moment où il le lance, on dit mais c'est qui ce taré, pourquoi est-ce qu'il fait cette connerie, et puis après 2 mois plus tard c'est un demi-dieu, c'est un génie et tout le monde aurait dû le voir. Ouais, sur les passages, je me permets de t'interrompre pour un petit point de data rigolo. Il y a eu des études qui ont été faites sur les startups qui ont le mieux réussi ou pas. Et il y a un truc, c'est triste hein, pour les startups, mais il n'y a pas de bon prédicteur pour savoir si une startup va réussir ou pas. Le meilleur prédicteur qui existe, c'est en fait de savoir si c'est une startup qui a été lancée pendant une crise ou pas. Celles qui sont lancées pendant les crises tendent à avoir une beaucoup plus grande résilience et avoir une durée de vie beaucoup plus longue que celles qui sont lancées pendant les périodes, je veux dire, affluentes. Donc, il y a des belles boîtes qui sont en train de se créer là maintenant, je vous le garantis. Oui, et pour moi, la question, c'est de mesurer le risque qu'on prend. C'est au plus vous êtes dans une situation merdique, vous avez à perdre quelque part. Donc c'est peut-être le moment de sortir des sentiers battus. C'est ça, analysez votre situation, regardez les choses froidement où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez à perdre, qu'est-ce que vous avez à gagner. Et n'hésitez pas à prendre un risque, mais encore une fois, et c'est notre marotte, tant que ce risque est en accord avec vous-même, avec votre mission, avec qui vous êtes, vos valeurs, parce que sinon, vous risquerez d'être à côté de la plaque. C'est ça. Pas uniquement, même d'un point de vue business, mais par rapport avec vous-même. Parce qu'à un moment donné, vous allez peut-être lancer une idée de business géniale, mais qui va très rapidement vous déplaire. Donc, gardez ça en vue, mais n'oubliez pas d'oser, n'oubliez pas de foncer. Ouais. Et oser envisager le meilleur, pas seulement le pire. Hein. Bon, c'est ça. Vraiment... Parce que pour certaines boîtes, ça va avoir des bonnes conséquences en fait, mais on peut pas prédire qui. Pour le moment, on a un jeu de cartes qui vient d'être battu, on n'a pas encore redistribué les cartes, donc pour le moment, vous pouvez pas facilement savoir. Tout à fait. Bon, alors, dernière question. Donc voilà, on vous donne quelques idées, des pistes. Hein. Et après, donc tout revient à la normale? Ben non. On revient un peu sur Endgame. Hein. Ils ont battu Thanos. Beaucoup de choses. Ils ont gagné, ils ont ressuscité tout le monde. Mais Tony Stark est mort. On va penser nos blessures. Hein. On va tous être blessés d'une manière ou d'une autre. Et en fait, on est en train de passer une phase. Oui, désolé, on t'a spoilé, Fred. On est en train de passer une phase de deuil. Et pour ça, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film Endgame, parce que oui, c'est un film de super-héros, mais pas que. En fait, c'est un film sur le deuil qui explique. C'est une métaphore de comment on vit le deuil. Et là, pour le moment, cette crise, c'est une phase de deuil, parce que je crois que le monde tel qu'on l'a connu, il va changer. Et il y a des choses qui seront bien, des choses qui seront moins bien, et ça va vraiment ça va vraiment faire partie de nous pour le moment. On va devoir apprendre à gérer ça, à faire ce deuil. Certains sont déjà en train de le faire parce qu'ils sont le mur leur arrive plus près, d'autres vont le faire plus tard, mais c'est essentiel. Tout à fait. Et c'est essentiel d'en tenir compte. Ouais. Et dans tous les cas de figure, hein, et ça, c'est un élément de langage classique dans l'univers startup. Je viens de passer des vannes très mauvaises. Ouais. Je trouve que, mais je vois des gens qui ne se connaissent pas, qui se trouvent, et ça c'est beau. Donc, en fait, ok. Donc, mais c'est vraiment cette idée, c'est que même si le Covid-19 peut-être votre organisation, vous ressortirez de là avec des leçons, en ayant appris des choses. Alors, on aurait préféré les apprendre différemment, les leçons, en l'occurrence, hein, clairement. Mais en général, on les apprend mieux quand c'est difficile et quand ça pique. Voilà, c'est ça, exactement. Ça aura... mais donc, on tire ces leçons et on aura des blessures, hein, et on aura des cicatrices. Et on en parlait tantôt, hein, le fait qu'on complémental. J'espère que du coup, on acceptera d'autant mieux le fait qu'on a des cicatrices. Mais nous, en tant que société, c'est un peu l'espoir qu'on a par rapport à ce qu'on fait et nos activités. C'est que certaines choses dont on ne parle pas, les émotions, soient
soit un peu plus au centre de la conversation. C'est ça. Et on l'espère. Voilà. Et ça, en fait, ça clôture ce que nous, on voulait vous dire. Maintenant, ce qui est chouette, pardon, à la vue du chat qui n'a pas arrêté de fuser de bonnes remarques, de bons mots et de choses super sympas, je suis sûr que vous avez des choses à dire. Donc, ce qui est génial avec cette plateforme, oui, ça c'est Catherine, hein, pour ceux qui nous connaissent moins bien, ça c'est Catherine et ça c'est moi. Voilà. On va quitter la présentation surtout. Ce que je vous propose, c'est ou bien de poser vos questions dans l'onglet questions, ou bien si quelqu'un a envie d'intervenir, nous faire part de son expérience, de ce à travers quoi il passe, ou donner ses propres recommandations. Eh bien, on peut lui, c'est mon vrai nom de famille, Fred. Et, on peut le faire venir directement ici dans sur la plateforme. Donc, ouais, non, effectivement, c'est la toute première fois qu'on le fait. Donc, est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir en fait maintenant, en particulier, nous faire expérience ou de ses propres recommandations. Allez, Jean-François, hop là, je t'invite sur scène. Tu seras sérieux, tu n'es pas obligé d'être sérieux. Hein. Hop là, tu te prépares. On teste cette fonctionnalité. Ouais, j'ai pas encore testé cette fonctionnalité, donc. Jean-François, est-ce que est-ce que quelque chose se passe de ton côté? Est-ce que tu peux te connecter? Ouais, on dirait, ouais. Ah. Et là Ouais, on te voit et on t'entend. Ah, magnifique. Bonjour à tout le monde. En fait, j'avais envie de vous partager une réflexion que j'ai déjà faite à mes équipes. Il y a bien des années de ça, j'ai eu l'occasion d'écouter Bertrand Picard en keynote speech d'un événement, à l'époque où il faisait encore du ballon et pas encore de l'avion solaire. Ça n'a rien à voir, ça n'a pas entamé l'estime que j'ai pour lui. Et il faisait un comparatif entre le business et le fait d'être aérostier. Et il disait, moi j'ai la meilleure équipe météo du monde, et malgré tout, je ne peux pas influencer le sens du vent. Donc je suis obligé de composer. Et chaque fois que, personnellement, je me retrouve dans des situations d'incertitude, je repense à ce qu'il disait. Parce qu'il disait, vous, dans le business, votre manie, c'est d'avoir des KPI pour tout et pour n'importe quoi, et de vouloir tout contrôler, mais apprenez à vivre avec un environnement où vous ne contrôlez pas tout, et être OK de contrôler un minimum et d'avancer en fonction de ce que demain vous apporte. Et je trouve que dans la période dans laquelle on vit, voilà, j'en parlais avec un gars qui bosse pour moi juste avant le call. Je dis, écoute, ça sert à rien de faire des prévisions. Ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Et la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Donc, faisons ce que notre mission nous dit de faire et ce qu'on doit faire pour être bienveillant et sympa avec nos clients. Et puis, on verra quand ça s'arrêtera. Mais j'ai toujours gardé ces paroles de Bertrand Picard parce qu'elles étaient vraiment sensées. C'est d'apprendre à relâcher du contrôle et se dire, on ne contrôle pas tout. Et voilà, et c'est comme ça. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'interviens dans des procès, etc., entre autres choses. Et il y a une marotte de plus en plus marquée avec l'émergence de la big data, etc. C'est de mesurer tout et n'importe quoi. Le travers que ça a, c'est utile de faire ça. Mais le travers que ça a, c'est que les gens finissent par avoir une illusion de contrôle qu'on va pouvoir prévoir à la virgule près, au demi-scène près. Et ici, c'est un superbe exemple d'humilité que le monde nous inflige, malheureusement. C'est de dire qu'il y a des choses qu'on ne sait pas prévoir. Et comme tu le dis, Jean-François, mais parfois c'est OK d'évoluer dans l'imprévisible. Donc, merci beaucoup pour ton intervention, parce que je suis entièrement d'accord avec. Est-ce que je pense qu'on passe vraiment dans des phases de quasi-science-fiction. On a des gens qui font des modèles hallucinants sur des datas dont on sait qu'on ne peut même pas les comparer. Ouais. Et c'est vraiment une tendance qu'on a. C'est très obsessionnel compulsif. Hein. On veut se raccrocher à un truc, mais à un moment donné, si la donnée de base n'est pas bonne, la donnée de base n'est pas bonne. Donc non, acceptons et on ne sait rien faire. Et c'est comme ça. Quoi. Ouais, tout à fait. Un tout grand merci Jean-François. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie d'intervenir ou de réagir merci à ce que Jean-François vient de dire ou... Ouais, tu peux rester hein, si tu veux. Hein. T'es le bienvenu chez nous. Non, ça va, c'est... Au suivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir?
faut pas avoir Il peur faut de pas la avoir caméra. peur. Hein. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre la caméra sur dit au passage. Hein. Oui, Ou est-ce qu'il y a d'autres questions qui se posent? Ou est-ce qu'on a été tellement clair? Moi, je pense pas qu'on a été si clair que ça, moi. Sinon, si vous avez des vannes. Ouais, des vannes, c'est bien aussi. Hein. Quelqu'un est en train de taper? Comment vous faites les gens pour bosser avec vos enfants? Ah, ça, c'est une excellente question. Alors, oui, oui, effectivement. Comment font les gens pour bosser avec leurs enfants? Alors, il y a énormément de réponses possibles à ça. J'ai donné toute une intervention sur comment organiser le home working. Maintenant, comme beaucoup d'entre nous le savent, c'est facile. Les chats, on les fout là, hein, vous voyez ici derrière moi, là, c'est dans ce machin-là, et puis on prie. Et à mon avis, que les enfants Je pense que prier, c'est pas mal aussi. Mais on fait des choix, dit Alessandra. Tu veux Alessandra, tu veux qu'on te passe le micro? Oui, parce que c'est intéressant. Je pense que tu as des choses à dire. Oui, c'est intéressant comme réponse. Alors, attends, hop là. On passe la parole à Alessandra. Ouais, hop là. Donc voilà, Alessandra va bientôt se connecter. Moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est nous, on n'a pas d'enfants, donc on ne peut pas vraiment parler d'expérience, mais je crois qu'à un moment donné, il faut aussi accepter les limites de ce qu'on peut faire. Alessandra? Oui. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, sérieusement, c'est une question à laquelle j'ai pas encore de réponse. On galère, c'est la 3e semaine et oui, enfin, nous, ce qu'on a fait avec Lola, voilà, moi, je suis là et je sais pas si vous voyez, il y a papa qui fait une pause et Lola à côté, voilà. Et la solution qu'on a trouvée, parce que ce qui est, donc Lola est seule. À partir du moment où on en a, et elle a 5 ans, donc elle arrive à s'occuper aussi un petit peu toute seule. J'aurais pas voulu que ça m'arrive quand elle avait 2 ou 3 ans, ça aurait été l'enfer. Mais nous, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est vraiment suite justement à ton intervention, Yorick, pour FinTech Belgium. Ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est vraiment c'est un tableau des activités, de vraiment structurer. On essaye aussi d'utiliser des techniques style Pomodoro pour papa, et il met son casque quand il a voilà, attends, dans l'autre sens. Voilà, ça c'est pas le chat, c'est l'enfant. et donc on a la règle que normalement Lola écoute, mais il respecte. C'est par exemple quand on a les écouteurs sur les oreilles, on n'intervient pas, et donc on fait 25 minutes. Et puis 5 minutes où on lui donne de l'attention, enfin où lui, il lui donne de l'attention. Et donc, ils vont se faire une bataille de coussins, ils font de la danse, mais enfin voilà, les pauvres voisins, 2 fois par heure, c'est le bordel. Mais voilà, donc ça permet un petit peu de structurer le truc. Et puis, ce qu'on a, tu veux bien me donner le tableau? On s'est amusé, c'était un des trucs bricolage qu'on a fait. J'ai créé un petit tableau sur lequel, voilà, on se dit ce qu'on fait tous les jours. Voilà, maman, elle va travailler là, et donc pendant ce temps-là, elle voilà. Et donc, ça permet de structurer. On sait ce qu'on fait. Elle sait qu'elle a des activités de lecture, de dessin, de calcul. On sait qu'on va sortir. On n'en a que 3 ou 4 par semaine parce qu'on est dans un appartement enfermé. Le reste, c'est voilà, des Zumba et des machins en famille, les courses. Voilà. Et donc, on s'amuse. On a aussi les grands-parents qui, heureusement, font des concours de dessin, etc. Mais je pense que vraiment structurer sa journée en se disant voilà, de tel moment à tel moment, c'est un tel qui va s'en occuper, et de tel moment à tel moment, elle va s'occuper toute seule, et de tel moment à tel moment, ce sera l'autre, ou les grands-parents en call sur FaceTime. C'est le fait de structurer la journée et de vraiment la planifier permet à chacun de pouvoir se concentrer à fond. Et de ne pas paniquer, en fait. Les premières semaines, on essayait de bosser, elle n'arrêtait pas d'interrompre, et c'était, en termes de conscience par rapport à soi-même, c'était super dur. James n'arrivait pas du tout à se concentrer. Il arrivait à la fin de sa journée, il avait l'impression qu'il avait couru un marathon et il avait fait la moitié de ce qu'il voulait.
alors que là maintenant, voilà, c'est hyper structuré, hyper concentré, hyper efficace. Et voilà, ça ne veut pas dire qu'on on va réinventer les 8 heures semaine, enfin les 8 heures par jour pour tous les deux, parce que malheureusement, voilà, il faut que quelqu'un sacrifie quelques heures et les donne à ce petit bout qui en a besoin. Mais voilà, mais je pense que ça, c'est vraiment... voilà, ça, c'était notre petit truc à nous. Génial. Voilà. Génial. Un tout grand merci, Alessandra. Ouais. Et il y a Valérie qui est en train de poster un article aussi à lire. Donc, je signale, je ne sais pas si je l'ai dit assez, tout le monde aura donc accès au replay de l'intégralité du webinaire et donc les liens aussi, et on les fera parvenir à tout le monde afin que tout le monde puisse en profiter. Donc, merci beaucoup pour ça, Valérie. Je suis curieux de savoir comment les parents ont expliqué la situation aux enfants. Tiens, Alessandra, comment tu as expliqué ça? Bah, tout simplement avec voilà. En fait, je pense que l'expliquer de manière très simple, avec des mots très simples, parce qu'effectivement c'est transparent, on le voit pas, on ne sait pas ce qui se passe. Expliquer les risques, ben, au départ c'était un peu plus facile à expliquer. Il n'y avait pas encore d'enfants touchés, ou en tout cas les enfants n'en mouraient pas. Le fait d'expliquer la chose par rapport aux grands-parents, par rapport à la maladie, les risques, etc. Elle a pas mal compris, mais ce que je trouve super important, c'est effectivement, ça dépend de l'âge. Non, je ne suis pas partie d'une source existante. On l'a fait nous-mêmes et sur un tableau avec de la peinture noire pour faire un tableau, pardon. Mais ce qui a été important, ce que je trouve super important, c'est vraiment d'éviter le côté anxiogène. C'est jusqu'à, je pense, 8-10 ans, c'est vraiment... ils sont pas capables de comprendre nos angoisses, notre stress. De temps en temps, comme tu disais, je passe par les trois étapes par jour. Et ce matin, j'avais mes larmes aux yeux parce qu'à 10h30, j'avais pas encore rempli mon tableau et que c'était de nouveau. Et donc, c'est vraiment structuré. Je me suis arrêtée, j'ai dit non, maintenant, on se calme, je sais pourquoi je suis stressée, je repars dans les travers de la semaine passée, je m'arrête, je prends mon tableau, je le fais. Et depuis, ça va mieux. Et en fait, les enfants sont des petites éponges et on le sait. Et c'est vrai que c'est important de les garder loin de cette anxiété-là. Ils doivent en être conscients, mais ils n'ont pas les capacités encore de gérer ça. Donc, c'est vraiment les protéger de ça. Et ça va nous faire du bien aussi. Évitons de regarder le journal parler devant eux et de le regarder 3 fois par jour parce que ça ne sert pas à grand-chose à part se miner le moral aussi. La crise est là, on le sait. Faisons de notre mieux et restons positifs et créatifs et résilients plutôt que de continuer avec les news, quoi, je trouve. Voilà. Tout à fait. Entièrement d'accord avec toi. C'est une sale addiction d'aller sur les datas et de voir ce qui se passe. Ça sert à rien. Ça... Ouais. Un tout grand merci, Alessandra. Mais de rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie d'intervenir ou bien pour un retour d'expérience, pour des questions, pour des conseils? Et là, c'est toujours le grand blanc. Oui, non, peut-être. Quelqu'un a une très bonne blague? Oui, une blague, pas c'est bon du aussi, tout. Lola est en train de devenir experte. Oui. Ouais, Caro qui dit aussi d'arrêter les news. Ouais. Ça fait pas du bien au moral, non. Voilà. Pour la blague du jour, c'est qu'il faut séparer le pangolin de son œuf, oui, classique. Oui, Alice. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions ou autres. Si vous avez des questions qui pop plus tard parce que ça arrive, il y aura nos coordonnées sur la... N'hésitez pas à nous recontacter si on peut aider ou autre, si vous avez une réflexion ou quoi que ce soit. Pour nous, c'est une première de créer complètement ce genre de webinaire. Yorick en avait déjà fait un pour FinTech, mais c'est un peu un premier essai. Donc, on va
Moi, ça m'a donné envie de réitérer Non, l'expérience c'est ça. parce que je crois que c'est aussi intéressant d'aller chercher dans ces groupes comment les témoignages des uns peuvent aider les autres. Et ça va un peu nous permettre de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu aider les gens dans cette situation. Ouais, et en fait, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que justement, le groupe a été super chouette. Il y a eu un très chouette échange sur le chat. J'espère qu'il y a des contacts qui sont mis en place là aussi. Je vois quand même des gens en train de taper, donc je laisse encore les gens terminer de taper. Peut-être qu'ils ont une Vous avez- dernière Ouais, je pense que c'est pour vous dire merci. fin. Moi, je vais pas taper, donc merci 1000 fois. Vraiment, c'est très cool. Mais merci. Très bientôt. À quand le prochain? On y réfléchit, mais on espère pas trop longtemps. Oui, le walking dinner, on a essayé. Ça va pas le faire. Prochaine fois, on fera peut-être un peu plus tard et on prendra l'apéro ensemble. Et Donc, c'est peut-être une bonne idée. Valérie, un jour, on fait des événements vrais à l'atelier C39 avec des walking dinners. Ouais. Et sur le thème d'Avengers, effectivement aussi. Hein, Valérie, j'ai vu ta question. C'était notre conférence qu'on aurait dû pas Ouais. eu lieu pour cause de confinement. Donc voilà. Donc voilà, un Ouais. tout grand merci en tout cas à tous pour votre participation et c'était vraiment un chouette groupe comme d'habitude. Bon, on se dit à bientôt, on trouvera moyen de faire quelque chose. Voilà. À bientôt. À tout bientôt. Merci. Bisous. Merci.